Alors, ce que je propose de faire peut-être, histoire de lancer notre affaire, c'est de proposer voilà, quelques idées sur lesquelles on pourrait réfléchir, voilà, qui serviront de base au travail, puis après peut-être certains exercices, voilà. Et il y a une idée de Platon que j'aime bien, l'idée que dit que la substance de tout discours, c'est son unité. Voilà, c'est son unité. Bien souvent, c'est l'intention qui constitue l'unité du discours, et bien souvent, en plus on est au bord de la Méditerranée où le discours, il est ample, il est multiple, il contient beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un peu l'idée, c'est qu'il doit tout contenir, recréer le monde à travers ce discours. Il y a certaines cultures où la parole fabrique le réel, voilà, c'est comme ça. Bref. Mais donc Platon, qui est aussi méditerranéen, dit que la substance du discours, c'est son unité, et bien souvent c'est son intention. Donc en guise d'unité, j'ai l'idée que quand on s'y retrouve dans une pensée, dans un discours, c'est qu'on arrive à cerner cette unité. Un peu comme vous rencontrez quelqu'un qui raconte toutes sortes de choses, et à travers tout ça, vous avez très bien compris que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est vous vendre sa voiture d'occasion. Voilà, on a compris. Tout le reste, c'est du détail, c'est comment va la famille. Voilà. Il s'en fiche complètement. Il veut vous vendre sa voiture, sa vieille Renault, voilà, dans laquelle il ne sait pas quoi faire. Voilà. Un autre, alors bon, ça c'est peut-être les choses plus évidentes. D'autres fois, c'est à travers tout un discours, on va percevoir plutôt l'expression d'une crainte, de quelque chose, voilà. On va vous poser des tas de questions pour être rassuré, pour comprendre. Et l'unité de ce discours, voilà, c'est la crainte, c'est l'appréhension qu'on a vis-à-vis la vie ou vis-à-vis quelque chose de plus spécifique. Voilà. Donc là, ce que je voudrais vous proposer, c'est une idée qui servira un peu comme ça d'unité de notre réflexion de ce matin. Alors là, je vous lance des choses si ça vous pose problème, si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez une objection, vous n'hésitez pas. Puis voilà, parce que j'ai un problème, c'est que je m'ennuie rapidement, je vous raconte des trucs que je connais déjà, en gros. J'ai du mal à être créatif, donc voilà, donc je compte sur vous pour avoir m'interrompre, me dire voilà, il y a quelque chose qui vous pose problème, ce qui est l'idéal. Les problèmes, c'est un peu notre beurre, et puis bon, sous forme de questions ou d'objections. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, ce que je voulais vous proposer comme intention ou fil conducteur, ou voilà, comme substance un peu, c'est une idée de Spinoza. Alors, je trouve que les philosophes sont intéressants lorsqu'ils nous surprennent. Voilà. Ils nous surprennent, sinon je ne vois pas très bien l'intérêt. Alors je dis ça parce que bien souvent, c'est là que on n'est pas content. Voilà, on a une habitude, enfin là je parle d'être humain, j'espère que je vexe personne, mais si vous ne vous reconnaissez pas dans la description que je fais, ne vous vexez pas, c'est que vous êtes une singularité, une exception. Non, parce que je pars du principe que l'être humain, il n'est pas toujours brillant, mais il y a des individus brillants. Alors quand je dis quelque chose sur la non-brillance de l'être humain, ça les fait bondir. Ils disent, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que veut dire c'est pas vrai? Ça veut dire, je ne suis pas comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, c'est bien, je suis content pour vous, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas vrai. Une généralité, c'est une généralité, c'est-à-dire que ça permet les exceptions. C'est pas un absolu. Quand on dit que l'être humain a 2 bras et 2 jambes, ça n'a pas fonction d'absolu, et vous pouvez ramener cet après-midi votre pépé qui a été à la guerre et qui a perdu un bras, c'est pas pour autant que ça va infirmer la proposition l'être humain a 2 bras et 2 jambes. Maintenant, si je vous dis que s'il n'y a pas de bras et 2 jambes, ce n'est pas un être humain et que c'est un absolu, c'est autre chose. Mais en général, comme je l'indique là, quand on parle, c'est une généralité. Bref, donc, théoriquement, les philosophes sont intéressants s'ils énoncent des propositions quelque peu inouïes, surprenantes, inattendues, étranges. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. En général, nous, l'être humain, cherchons avant tout à être, comme nous sommes de grands inquiets, de grands angoissés face à la finitude et autres imperfections, nous cherchons à être confortés
dans nos pensées, dans nos actes, voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dispute. On se dispute rarement avec quelqu'un qui est d'accord avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On va plutôt se disputer. Voilà. Alors non, il y en a, ils n'aiment pas qu'on soit d'accord avec eux. Il y a de tout dans le monde. Mais en général, on va se heurter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. On peut se demander pourquoi. Vous voyez, on pourrait dire, ah non, mais j'en ai marre, tu es d'accord avec moi, c'est fatigant, il n'y a pas moyen de discuter avec toi. Alors, vous voyez, alors que celui qui n'est pas d'accord, lui, on peut discuter avec. Mais en général, on ne fait pas ça. À celui qui n'est pas d'accord, on lui dit, il n'y a pas moyen de discuter avec toi. Voilà. Ce qui est rigolo, parce que c'est quand même quelque peu contradictoire. Hein. C'est avec lui qu'on peut discuter. Celui qui n'est pas d'accord, il est terriblement ennuyeux. Et lui, on ne peut pas discuter. Il dit, oui, tu as raison. Voilà. Mais, pourquoi ? On aime bien. Voilà. Bref, donc pour en revenir, donc ce qui est intéressant avec les philosophes, hein, si on les lit, c'est que justement, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont très compliqués et parfois presque impossible à comprendre, mais c'est théoriquement qu'on est censé comprendre certaines choses qui vont nous heurter, nous surprendre, voilà. Alors, j'en reviens à Spinoza, qui a quelques perles comme ça, surprenantes, enfin, pour certains, d'autres qui soit l'ont lu ou pensent de cette manière-là, c'est pas surprenant. Mais en gros, il dit la chose suivante, c'est pas tellement la chose qui l'intéresse, mais l'idée de la chose. Voilà. Donc lui, quand il veut connaître quelque chose, il veut connaître l'idée de la chose et pas la chose. Alors on est un peu surpris, on dit mais de quoi il raconte là ? Nous, ce qu'on veut, c'est être objectif, c'est la chose. Et alors qu'est-ce qu'il veut dire par l'idée de la chose ? Eh bien, l'idée de la chose, pour lui, c'est l'essentiel. Voilà. C'est l'essence de la chose. Alors, donc, disons que ça correspond tout à fait, comme ça, à la manière dont on pense aujourd'hui. On va dire d'ailleurs, si quelqu'un parle de quelque chose, oui, mais là c'est ton idée, ou c'est une idée. Et quand on emploie ça, on lui dit, en gros, c'est que ça ne va pas. Il manque quelque chose, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut penser à cette chose. Et dit, mais tu as oublié ça. On va dire, tu as oublié ça. Hein. Il y a cet aspect-là. Ou alors, il y a une expression qu'on aime beaucoup en France, mais il n'y a pas que ça. Alors ça, quand on a dit, mais il n'y a pas que ça, on a tout dit. En oubliant qu'on peut toujours dire, mais il n'y a pas que ça. Voilà, quelqu'un va parler de d'une personne, ou va parler, tiens, d'une voiture, vous pouvez toujours trouver quelque chose qu'il n'a pas dit. D'ailleurs, ce qui est rigolo, dans les conférences, il y a toujours des gens qui sont spécialistes de ça. Et, il y a beaucoup de choses qui discutent, puis à la fin, quand tout est fini, ils viennent trouver le conférencier, ils disent, mais il y a quelque chose que vous avez oublié. Et voilà, ils vont dire, je suis très étonné, mais il y a quelque chose que personne n'a dit. Ah oui, alors là, bah oui, mais écoutez, ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose que personne n'a dit. Parce que ça serait presque effrayant si tout avait été dit sur telle ou telle chose. Même en faisant sur un objet quelconque les œuvres complètes en 10 volumes, on aurait toujours quelque chose qu'on aurait oublié. Et alors ce personnage qui vient faire ce commentaire à la fin, il est très fier d'avoir à dire quelque chose que tout le monde, plutôt que tout le monde a omis ou que personne n'a dit. Voilà. Alors comme ça, il y a des expressions qu'on aime bien utiliser. Alors ça valorise tout de suite. Hein. Moi, j'ai à dire ce que personne n'a dit. Eh oui, ça. Mais on peut toujours donc trouver ça. Bref. Donc cette totalité, voilà, cette totalité de la chose, parce que quand on dit il y a quelque chose que personne n'a dit, on dit tiens, dans toute cette totalité, il y a un élément qui a été oublié. Or, qu'est-ce qu'on est dans le fond en train de dire ? C'est que la totalité n'a pas été épuisée. On n'a pas épuisé la chose, sauf que bon, après, chacun va penser que dans cette totalité non épuisée, que c'est telle chose ou telle chose qui est importante ou une autre. Voilà. C'est ce qui souvent, d'ailleurs, beaucoup de discussions, de désaccords, ne sont pas tellement sur des désaccords de fond, de principe, mais souvent, simplement, c'est qu'on décide de ne pas parler de la même chose. Voilà. Qui veut parler d'une chose ou d'une chose. Voilà. Bref, donc, pour en venir, donc, ce qui intéresse Spinoza dans son idée quand il dit ça, que c'est l'idée de la chose, eh bien, que cette totalité ne l'intéresse pas. Voilà. Hein. On peut prendre, prendre, je prends l'exemple d'une voiture, en tous ces petits morceaux, et chacun peut prendre un morceau, et le nombre de morceaux d'une voiture est infini, hein, c'est décomposable à l'infini, après c'est uniquement une question de taille, et chacun pourra trouver le morceau qui lui semble le morceau intéressant, hein, de la voiture. Mais là, on conçoit un objet
comme une totalité dont il s'agirait d'épuiser l'ensemble des éléments constitutifs, voilà. Mais c'est infini, comme soulève Platon. Je dirais que toute chose est infinie. D'ailleurs, il va se moquer. Il y a un passage où il décrit la jeune. Alors, il est jeune, je ne sais pas s'il est jeune d'âge ou mentalement, mais qui a découvert qu'il y a de l'infini dans les choses et qui parcourt la ville en criant « mais c'est infini, c'est infini ». Parce qu'une fois qu'on a découvert qu'il y a de l'infini, bien, ça a l'air de nous fasciner. Voilà, on est fasciné par cet infini et on pense qu'on a l'impression d'être un génie. Voilà. Et il y a toujours, dans le « y a pas que ça », en fait, c'est un peu cette idée d'infini qu'on aurait découvert l'infini. Donc Platon, d'ailleurs, recommande à ce sujet et dit il faut faire comme le boucher, c'est-à-dire que le boucher doit découper la viande quand il découpe l'animal, plutôt qu'il découpe l'animal selon ses articulations. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit découper selon les articulations naturelles, mais en général, il recommande, sinon de manière générale, de diviser par le plus petit nombre possible. Il dit 2, c'est bien. D'ailleurs, dans beaucoup de dialogues de Platon, comme ça, on divise par 2. Bon, après, on peut diviser par 3, 4. Mais de ne pas tomber dans le piège de l'infini, le piège de... Finalement, c'est de l'indétermination. C'est de la viande hachée. Dans la viande hachée, vous ne reconnaissez même plus l'animal. C'est coupé en tellement de tout petits morceaux recollés que, voilà, vous ne savez même pas d'où ça vient. Bref. Donc, l'idée, alors à quoi on en vient avec tout ça, c'est cette idée donc d'essence. Ce qui intéresse Spinoza dans la connaissance d'un objet, ce n'est pas cet objet, mais l'essence de cet objet. Voilà. Ce qui en constitue l'être, parce que essence, vient de esse, donc en latin, c'est être, ce qui constitue l'être de cette chose. Alors, c'est une posture un peu... alors, on peut l'appeler conceptuelle, on peut l'appeler métaphysique, on peut dire que c'est une conception métaphysique, puisque on n'est pas concerné par le physique, donc par la totalité, par l'objet matériel, mais on est préoccupé par son être. Voilà. Bon, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou on sait, je ne sais pas. Chacun d'entre vous peut se demander ce que ça veut dire, l'être d'une chose, par rapport, après, bon, il y a des philosophes qui ont fait tout ça leur créneau, comme Heidegger, pardon, et autres. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'être d'une chose en opposant la chose? Alors, c'est vrai que c'est des schémas, c'est des manières de penser qui n'est pas tout à fait la manière de penser ambiante. On a une vision peut-être plus empiriste, ou c'est-à-dire qu'on perçoit par les sens, ou utilitariste, ou pragmatiste, voilà. Qui sont plus dans l'air du temps qu'une vision métaphysique. Voilà. Alors la question est, ici, on pourra se demander, c'est quel est l'intérêt d'une vision métaphysique qui pour certains est dépassée, pour d'autres inutile, pour d'autres ça commence à avoir l'air quasiment religieux, voilà. Puisqu'on attribue finalement, à travers cette espèce d'idéalité, on attribue une réalité plus grande à des choses immatérielles qu'à des choses matérielles, voilà. Voilà. Alors, donc, en tout cas, ce qui intéresse Spinoza, donc, c'est cette idée qu'il s'agit de connaître l'idée de la chose et non pas la chose. Alors, quels sont certains quels pourraient être, alors, puisqu'on veut questionner sur la métaphysique, quel pourrait être l'intérêt, l'avantage, voilà, l'utilité, ou je sais pas quoi, ou la vérité d'une telle posture. Voilà. Alors, on va essayer de rester dans la vision spinozienne, mais qui partage là-dessus avec d'autres. On pourrait attribuer ça déjà à une certaine platonisme, voilà, qui après prend des formes différentes, dérive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou quelque chose ça va, dans ce que j'ai dit, non, ou un commentaire pose problème? Non, c'est peut-être un peu tôt encore. On va espérer que ça vienne, voilà. Non, parce que vous savez, quand vous faites ça, on devient facilement paranoïaque, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous racontez un truc, et des gens... Bon, alors, il y en a, je sais pas, ils écrivent une lettre à leur vieil ami qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, parce que je les vois écrire, vous voyez.
Donc il dit, tiens, ça fait un bout de temps que je dois écrire une lettre à machin chose. Bon, là, c'est vraiment l'occasion. En attendant que Oscar finisse, je vais faire cette lettre. C'est une véritable corvée écrire cette lettre. Ça fait des mois que je repousse. Voilà, donc je vais profiter de l'occasion. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas. Hein, ça ne me dérange pas. Voilà. Après, il y en a d'autres. Vous savez, ça s'appelle le principe de l'étudiant. Vous savez. C'est-à-dire que l'étudiant, il apprend une chose, c'est pas grave qu'il n'écoute pas le prof, mais ce qui importe, c'est de prendre des notes. Voilà. Hein, prendre des notes. Il y en a d'ailleurs, ils font ça les yeux fermés. Hein. Ils dorment et ils prennent des notes. Vous voyez, donc on devient facilement paranoïaque comme ça. Donc s'il y en a un qui veut m'aider à sortir de ma paranoïa, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc, bon, en attendant, je vais devoir faire avec. Hein. Bien, donc, oui, alors, quel est l'intérêt de cette vision métaphysique? Voilà. Alors, déjà, il y a l'idée de toucher ce qu'on pourrait appeler l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est une expression qu'on utilise, hein, essence, parce que même si les essences, je dirais, les essences, je ne peux pas m'empêcher de penser au prix de l'essence qui a beaucoup monté ces derniers temps, mais l'essence, elle, vaut beaucoup moins, c'est-à-dire que, voilà, on ne se soucie pas tellement d'essence en général, voilà. Mais bon, on fera un développement sur l'essence et les essences une autre fois. Mais l'idée, c'est que l'essentiel, l'essentiel, comme le nom l'indique, c'est ce qui est essentiel, c'est-à-dire c'est ce qui n'est pas accidentel. Hein, il y a une distinction, que fait Aristote entre l'essentiel et l'accidentel. Voilà. Alors en gros, l'essentiel, c'est ce qui appartient à la chose, hein, de manière non négociable, de manière... on ne peut pas s'en passer, alors ce qui est accidentel appartient à la chose de manière fluctuante, de manière aléatoire, ça peut être là ou ne pas être là. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si je reviens à la voiture, là, voilà, eh bien, le fait qu'elle ait un volant, enfin, peut-être un jour on aura une voiture sans volant, mais pour l'instant, c'est essentiel. Une voiture sans volant, en gros, c'est pas une voiture. En fait, qu'il y a un moteur, c'est essentiel. Maintenant, qu'elle soit rouge ou verte, qu'elle soit décapotable ou non, qu'elle soit automatique ou boîte automatique ou à vitesse, voilà. C'est des choses qui, selon les uns et les autres, on peut y tenir. On peut préférer une voiture rouge décapotable et automatique. Hein. On peut considérer que sinon, c'est pas une voiture qui en vaut la peine et on ne l'achèterait pas. Mais malgré tout, si on sort de notre vision purement subjective de ce qu'est une voiture, bah, on devrait pouvoir distinguer ce qui appartient à la voiture en propre, hein, propre, c'est-à-dire ça, propre, c'est-à-dire que c'est à la fois ce qui est une propriété, hein, de la voiture, propriété, la propriété, c'est ce qui nous appartient, hein, voilà. Ce qui est propre, c'est ce qui est inaliénable, hein, de l'objet, voilà. Donc l'essentiel, c'est justement ce qui est inaliénable de l'objet. Alors si on vient justement à l'idée de la totalité, eh bien c'est qu'on peut toujours penser à des tas de bouts qu'on pourrait enlever de cette voiture et qui resterait toujours une voiture. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait enlever d'une voiture et ça resterait toujours une voiture? Par exemple, le toit, vous pouvez lui enlever le toit, hein, reste encore une voiture. Vous pouvez lui enlever le capot qui couvre le moteur, vous pouvez lui enlever le coffre, c'est toujours une voiture. Alors vous imaginez comme ça, qu'est-ce qui fait que c'est... Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une voiture ou c'est plus une voiture, hein? Vous pouvez enlever la moitié du volant, tiens, c'est toujours une voiture. Mais enlever 95% du volant, ça commence à peut être une voiture, parce que comment on la conduit? Et alors on peut se demander, mais si on peut enlever la moitié du volant, et que c'est toujours une voiture, mais que 95% du volant, vous l'enlevez, c'est plus une voiture, quel pourcentage du volant vous pouvez enlever pour que ça soit, entre le moment, plus une voiture? Et vous allez peut-être trouver que à 78,3, voilà, c'est le maximum qu'on peut enlever du volant, et à 78,4, ce n'est plus une voiture. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à ça. C'est un petit problème épistémologique comme celui du tas de sable. Hein. Combien de grains de sable faut-il pour faire un tas de sable? Voilà, vous amusez. 3, 4, 10 000, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a une sorte des problèmes de continuité et de discontinuité, ce qui là aussi fait dire à Platon, méfiez-vous, c'est indéterminé, c'est glissant. Dès qu'on veut toucher à de la quantité, c'est extrêmement glissant. Hein, on ne sait pas où ça s'arrête et on se retrouve tout d'un coup avec rien, hein, en pensant qu'on avait quelque chose. Donc il recommande le concept qui est abrupt, qui crée des arêtes
Hein, arrête, c'est-à-dire que quelque chose d'abrut, on peut se retrouver. Et c'est un peu ça, cette idée de l'essentiel, justement. On n'est pas dans une totalité, dans une sorte de continuité glissante où il y a du plus et du moins, mais on est dans, voilà, dans de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait? Quelle est cette chose? Quel est ce... Alors, en général, ça va être un prédicat. Un prédicat, en gros, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un attribut. Souvent, c'est un adjectif, hein, qui va donner son être à une qualité ou pas. Platon dit de cette idée que toucher, qualifier, c'est toucher à l'essence des choses. Par exemple classique, l'homme est un animal raisonnable. C'est-à-dire que cette raisonnabilité, hein, de l'animal que nous sommes n'est pas, voilà, c'est pas accessoire, c'est pas une qualité qu'on peut avoir ou ne pas avoir, c'est une qualité qui est donc essentielle. Et si on ne l'a pas, eh bien, on n'est pas humain. Voilà, en gros. Alors, on va dire, ça peut vous surprendre quand vous voyez comment fonctionne l'être humain, mais bon, enfin, prenons l'idée telle qu'elle est, c'est que l'être humain est un animal raisonnable. Donc, ce prédicat va déterminer ce qui est essentiel dans la qualité d'homme, hein, ou de toute chose. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez un dictionnaire, en gros, c'est ce que fait le dictionnaire. Hein, comment est-ce que le dictionnaire va tenter de vous donner la définition et définition, on retrouve la même chose, c'est ce qui va finir, ce qui va cerner, ce qui va faire qu'en dehors de cela, en dehors de cette finitude de sens, eh bien, vous n'êtes plus, hein, vous êtes ailleurs. Donc il va définir le dictionnaire. Il va distinguer, hein, définir, il va créer une frontière où si vous n'avez pas ces caractéristiques, alors vous êtes ailleurs. Hein, on n'est plus dans ce même objet. Voilà. Donc il va, bien souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer, il va vous donner il va prendre par exemple, il va prendre une catégorie plus grande, hein, il va prendre une catégorie plus grande, et ensuite il va la limiter par un prédicat. Regardez, par exemple, celui-là, l'homme est un animal raisonnable. Dans ce schéma-là, l'homme fait partie d'un ensemble plus grand, qui est l'animal, hein, donc c'est le fameux dit, espèce, genre, individu, vous voyez, une espèce de gradation taxonomique, voilà, qui va du plus grand au plus petit et vice-versa. On va prendre un ensemble plus grand, et dans cet ensemble plus grand, eh bien, on va donner un prédicat, ou bien des descriptions particulières. Alors, bien souvent, vous allez marquer quand on définit, c'est un prédicat, c'est soit un prédicat, soit une fonction. C'est les deux plus spécifiques c'est les deux moyens les plus spécifiques que l'on utilise pour définir. C'est un ensemble plus grand et un prédicat, et une fonction. Donc on définit les choses en les qualifiant ou bien donnant leur utilité. Voilà, en gros, vous trouvez après d'autres petites bricoles, mais vous allez voir que c'est les manières les plus spécifiques par lesquelles on touche à l'essence des choses. C'est par, alors, en spécifiant un ensemble plus grand, donc, ce qu'on fait, on va se référer à la nature de la chose avec un prédicat supplémentaire, voilà, hein, comme dans l'homme est un animal raisonnable, ou bien la fonction, hein, voilà, c'est la fonction, quand on va décrire une voiture, on va dire voilà, que c'est le moyen, donc c'est un moyen de transport, voilà, dans cet aspect-là, on va le faire après. Alors on peut dire que c'est un objet, hein, on peut partir du principe d'un objet, je dirais, qui a... Mais on va devoir utiliser, en général, vous allez voir que là, on aura la fonction comme moyen de transport de personnes en opposition, et routier, voilà, en opposition, par exemple, à un moyen de transport, voilà, qui va sur l'eau, donc voilà, hein, et puis parfois, voilà, s'enfonce. Ou bien, un moyen de transport aérien, voilà, hein, voilà, donc on va utiliser soit la fonction. Alors, c'est ça qui intéresse Spinoza, finalement, hein, c'est de rechercher ça. C'est pas la totalité de la voiture qui est en face, mais dans cette voiture qui est en face, ce qui l'intéresse, c'est de trouver l'idée de cette voiture. L'idée de cette voiture, justement, c'est pas d'être cette voiture-là, donc empirique, totalité, mais c'est de trouver l'essence, c'est-à-dire que c'est une voiture. Voilà. Alors, pourquoi? Alors évidemment, c'est là, on peut dire pourquoi, quel intérêt. Moi, je n'ai pas une voiture, j'ai cette voiture. Bon, après là, c'est un choix, hein, de spécifier, de personnaliser ou tout ça. Mais pour en revenir, évidemment, parce que dit ce qui est intéressant, c'est donc ce en quoi ceci est une voiture qui est intéressant, c'est en ça qu'on va la saisir.
même si on l'a personnalisé, on l'a spécifié autre, c'est l'arrêté. Alors, un des points qui l'intéresse, parce que Spinoza est très intéressé par le problème de la puissance. La puissance, c'est un concept que l'on retrouve très lié au problème de l'être. On le trouve déjà chez Platon, l'idée qu'une des formes premières de l'être, c'est la puissance. C'est-à-dire que rien n'est qui n'a une certaine puissance. Voilà, en gros, une puissance, c'est quoi? C'est une capacité d'agir. Donc tout ce qui est a une capacité d'agir. Ça vaut pour un être vivant, qui va nécessairement agir sur son environnement à des degrés différents. D'ailleurs, en ce sens-là, l'être humain est sans doute l'être le plus puissant, parce que c'est celui qui modifie le plus son environnement. Et là, il va falloir distinguer, je dirais, puissance et pouvoir. Je dis qu'il y a des mots comme ça qui ont des mauvaises connotations. Donc puissance, on pense tout de suite aux élections, à je ne sais quel dictateur. Donc non, il s'agit d'une puissance presque, on pourrait, les latins distinguaient déjà, potestas potentia. Donc l'idée, c'est quelque chose qui est lié à la nature des choses. Voilà, et les choses ont, voilà. Par exemple, là, on a entendu une moto qui passait dans la rue. Donc il y a cette puissance comme ça de faire irruption dans nos oreilles en produisant un bruit. Donc nous avons tous à différents degrés. Déjà, vous occupez un espace et personne ne peut venir occuper cet espace. Il va rencontrer votre corps, il y aura une résistance. Donc voilà, à tous les niveaux, être, c'est un ensemble de puissances diverses. Et ça, c'est important chez Spinoza. On trouve à travers son fameux concept de conatus, qui est l'idée de persévérer dans l'être, donc qui est l'être est l'expression d'une puissance, puisqu'il s'agit. Donc ça vaille pour un objet, d'ailleurs, un objet qui est projeté dans l'espace. Si rien ne l'arrête, il continue sa course. Et à l'inverse, si un objet ne bouge pas, pour le faire bouger, là aussi, il va résister. L'inertie, ça va dans les deux sens. Voilà, c'est arrêter un mouvement ou c'est mettre en mouvement un objet statique. Voilà. Et ça vaut, donc ce qui vaut pour les objets, ça vaut pour les êtres vivants qui tentent à persévérer, donc d'ailleurs qui veulent continuer à vivre, tout comme l'objet qui est lancé dans l'espace veut continuer sa trajectoire, l'être vivant veut continuer à vivre, mais ça va aussi pour les idées. Les idées ont une puissance. Il y a des idées qui ont plus de puissance que d'autres. Par exemple, des concepts comme, pour lui, alors il va chercher justement ces concepts qui sont tellement puissants qu'on est obligé de leur accorder la perfection, comme Dieu ou comme la vérité. Donc ce qui l'intéresse, c'est la puissance du concept, ce que ce concept peut engendrer. Or, il est vrai que selon touche à l'essence des choses, le concept de voiture, alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça fait bizarre, a plus de puissance que le concept de cette voiture-ci, en soi. Donc, ce qui est intéressant, la puissance d'un concept se détermine par sa capacité d'universalisation. Voilà. Plus un concept... Donc, il va nous permettre de penser. Et qu'est-ce qui fait qu'un concept nous permet de penser ? Eh bien, c'est l'ampleur du concept. C'est ce qu'il nous permet de retrouver. Alors, chez Spinoza, par exemple, pourquoi le concept, il demande de tout penser en Dieu. Pour lui, il y a différents degrés de connaissance, voilà. Et le degré ultime, c'est de tout penser en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que bon, on a un pays laïque, quand on prononce un mot comme Dieu, parfois ça commence à paniquer un petit peu. Alors, déjà, Dieu, pour Spinoza, c'est pas une personne qui est gentille et qui s'occupe de tout le monde et qui les punit quand ils ne sont pas gentils. Ça n'a rien à voir. Dieu, pour lui, c'est la substance première, c'est le tout, c'est la nature. Alors, on pourrait appeler ça une sorte de panthéisme. Mais ce n'est pas un Dieu transcendant, c'est plutôt un Dieu immanent. Donc, ça fait plaisir, vous pouvez le rebaptiser sous le terme d'univers, bien que ce n'est pas uniquement matériel, mais ça implique aussi les idées. Donc voilà, c'est une sorte de totalité, c'est une sorte d'unité de totalité. Voilà, on va l'appeler comme ça fait moins choquant. C'est une unité de totalité. Donc, il dit que pour penser de manière adéquate, il faut penser toute chose dans l'unité de la totalité. C'est-à-dire de ne pas la penser en soi, comme ça, mais
mais de pouvoir, autrement dit, on pourrait dire, la remettre dans un contexte, et le contexte le plus large possible, voilà, de penser les choses. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on retrouve l'idée d'une puissance de pensée, c'est qu'on peut penser toute chose dans la totalité dans laquelle elle s'intègre. D'ailleurs, pour lui, tout ce qui est n'est que mode. Il va reprendre la distinction cartésienne de la pensée et de l'extension. L'extension étant les choses matérielles qui emplissent un volume qui se mesure, et puis la pensée qui ne l'est pas. Voilà, on a deux modes de la substance première qu'il appelle Dieu, c'est l'extension et la pensée. Donc il y a une espèce de division naturelle qui s'effectue, et des divisions comme celle-ci, comme la pensée, on voit la puissance d'un tel concept, comme l'extension, de penser la matérialité comme une extension. Voilà, on s'aperçoit, on fait l'expérience, notre esprit, de la puissance de tel concept. Voilà. Donc pour lui, penser, c'est ça, c'est essayer de retrouver ces concepts. Voilà. Alors, ce qu'on va retrouver de toute manière chez Kant, dans les catégories kantiennes, on va retrouver à travers, il y a des espèces de tableaux comme ça, des catégories, des transcendantaux, des concepts transcendantaux. Et ça, d'ailleurs, un certain nombre de philosophes, ce qu'on peut s'amuser, c'est à recenser. Alors certains le disent explicitement, les transcendantaux. Par exemple, chez Platon, il y a une idée comme ça des filtres socratiques, où on dira qu'avant de parler, il faut arriver à pouvoir passer la parole au travers de ces filtres du bien, de l'utile, du beau, voilà. Donc du vrai, voilà. Donc de pouvoir retrouver finalement, parce qu'il dit que c'est ces grands concepts qui nous permettent de penser, on permet de distinguer les choses, si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est utile ou pas, si c'est bien ou si c'est mal, si c'est beau ou si c'est laid. Donc on peut retrouver. Et là, l'idée, c'est que ce qui nous intéresse, justement, dans la pensée, c'est de pouvoir... Alors, il y a un terme qu'on appelle de principe anagogique. Anagogique, ça veut dire, ana, c'est le 1, c'est l'unité. Gogique, c'est le processus de remonter vers l'unité des grands concepts fondateurs. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait une sorte de hiérarchie ou d'axiologie de la pensée qui partirait de concepts fondamentaux, voilà, qui structureraient. Et d'ailleurs, pour revenir à les choses, la pratique philosophique, par exemple, quand on fait une consultation philosophique, alors juste une question pratique, qui connaît le principe de la consultation philosophique? Vous levez la main. Voilà, bon, certains ne connaissent pas, alors je dis deux mots là-dessus. On aura peut-être l'occasion de montrer un petit peu. C'est le principe d'un atelier philosophique avec une seule personne, c'est-à-dire que c'est un peu la démarche socratique. On va questionner une personne sur une question, un problème, peu importe qu'elle a soulevé, et on va la questionner. Et quand on la questionne, on va tenter justement, par ce processus anagogique, de remonter et trouver quels sont les grands concepts, les grandes problématiques qui peuvent animer la pensée de cette personne. Alors, justement, pour faire le parallèle avec Spinoza, ce qui peut être surprenant ou frustrant pour la personne qui participe à une consultation philosophique, eh bien, c'est que, en gros, on va le dire rapidement, on ne lui laisse pas raconter tout ce qu'elle veut raconter. Et là, ça peut être très frustrant, parce qu'il dit, mais attendez, moi j'ai des tas de choses à dire, laissez-moi parler, voilà, attendez, voilà. Donc elle veut faire la totalité, voilà. Or, l'idée d'avoir un philosophe en face, justement, c'est que c'est pas pour faire comme d'habitude, on n'est pas le copain à qui on a envie de tout raconter, on n'est pas non plus le psy, on veut raconter sa vie et ses malheurs, bon, ce qui peut avoir, ce qui a sa fonction, mais on veut philosopher à partir de sa pensée. Bien, si on veut philosopher à partir de sa pensée, on ne va pas donner, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ni la totalité de ce qu'on aurait envie de dire, c'est pas un lieu de défoulement, c'est pas un lieu d'une parole, c'est pas le lieu de la plainte, parce qu'on aime bien se plaindre, on a je pense, une culture où celui qui se plaint, il dit nécessairement la vérité, la victime a raison,
Donc on n'est pas une victime, on est ce que Spinoza mettrait en termes des passions, qui à la fois sont confuses, fausses, et en même temps qui nous privent de liberté, mais on veut se rendre actif. Et qu'est-ce qui rend actif? C'est la raison. Donc on veut raisonner. Or, raisonner implique non pas tellement de dire tout ce qu'on a à dire, mais d'arriver à cerner l'essentiel, et puis toutes ces choses qu'on voudrait dire, après de dire soit elles sont sans importance, soit elles retombent dans une catégorie déjà évoquée. Supposons que quelqu'un veut vous raconter finalement que le monde est terriblement injuste avec lui, plainte tout à fait courante, nous ne méritons pas, je dirais, les honneurs et les récompenses que nous mériterions, le monde est injuste, c'est toujours les autres qui obtiennent ces choses-là, donc on va se plaindre. Bon, une fois qu'on a identifié que le monde est injuste, bien, voilà l'essentiel, on ne va pas continuer à raconter 50 exemples de comment le monde est injuste, vous voyez, mais on aime bien faire ça. Donc, voilà, donc dit non, bon, c'est bon, on a compris, le monde est injuste, on va travailler maintenant sur la justice du monde, voilà. Mais quand on est dans une espèce de douleur comme ça, bon, ça a son sens, on a douleur, mais on a envie de raconter la liste infinie de comment le monde est injuste avec nous, voilà. Donc là, on dit non, attendez, on veut toucher à l'essentiel, le monde est injuste. On a fait une catégorie, c'est bon, on a compris. Il y a un principe d'injustice du monde. Voilà, on ne va pas énoncer tous les exemples. On peut en donner un à la rigueur. Bon, une fois qu'on en a extrait l'idée générale, voilà, on s'arrête là. Mais évidemment, ce n'est pas la manière dont on a envie de parler, ce n'est pas la manière dont on veut s'exprimer, en particulier quand on est mu par la douleur, par la crainte, par le désir, par tout ça. Ou bien une fois qu'on a exprimé qu'on n'est pas aimé comme on le voudrait, bon, on a compris, là-bas, vous n'êtes pas aimé comme vous le voudriez, vous manquez d'amour, bon, d'accord, vous voulez être aimé, vous n'êtes pas aimé, d'accord, on a compris, c'est pas la peine de continuer à parler de votre épouse pendant 2 heures, voilà, compris, voilà. Donc l'idée, c'est là que c'est pas gentil, c'est un peu brutal, mais on a touché à l'essence des choses, voilà, on a l'essence, maintenant on va réfléchir à cette essence, et non pas, voilà. Donc c'est là d'ailleurs que l'idée de Spinoza, aussi intéressante et surprenante soit-elle, fait pas très plaisir, quoi, parce que, après tout, nous sommes humains, nous ne soyons pas des brutes, et il y a un côté en effet brutal dans cette vision, pour appeler essentialiste des choses. À partir on a dit que, voilà, mais maintenant, ce soir, si vous y pensez un instant, sur le plan de la raison, une fois qu'on a identifié le concept ou la problématique qui nous meut, pourquoi devrait-on énoncer comme ça tous les exemples qui viennent à l'esprit de cette problématique-là? Sauf, en effet, à penser que la parole est un outil de défoulement. Alors, en effet, la parole peut être un outil de défoulement, que ça soit, on va aller au café du coin après, boire une bière, et puis on va se raconter tout ça, ou bien au confessionnal, ou bien sur le divan du psy, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien en écrivant voilà, ses mémoires, ou bon. Mais l'idée de cette espèce d'ascèse, voilà, on va appeler le mot ascèse, d'ascèse philosophique, c'est d'arriver justement de cerner l'essence des choses, voilà, avec toute la puissance que ça a. Mais le problème, c'est que cette puissance implique une action. La puissance, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça implique en effet d'assumer la position. On dirait, n'a pas puissance qui veut. Il ne suffit pas de dire je veux être puissant, il faut aussi assumer. C'est comme, dans un match de foot, quoi. Si on veut la puissance du ballon, il faut y aller. Il faut aller chercher le ballon, sinon il n'y a pas de puissance. Donc là, c'est détermination. Et là, d'ailleurs, Spinoza va, je reviens, distinguer donc une raison agissante qui rend libre, et puis des passions que l'on subit, qui nous privent de liberté et qui viennent un obstacle à la raison puisqu'elles sont confuses. Donc la raison, c'est une action délibérée
qui va nous faire passer à travers différents degrés de connaissance, qu'il appelle d'abord le oui-dire, ensuite l'expérience confuse, ensuite le principe de cause et d'effet, et puis ce quatrième niveau où on peut saisir les choses dans leur essence, dans leur cause proche, en Dieu, voilà, dans leur... Et là, on touche à la puissance maximale des concepts et autres. Donc c'est une ascèse, quelque chose qui n'est pas naturel. Et on parlait hier soir avec justement de ceux qui avaient lu un peu Spinoza, ce qui est frappant dans la démarche spinozienne, dans cette espèce de mode géométrique dans lequel il s'exprime, on voit à travers ça le travail sur soi qu'il y a dans la pensée, qu'on retrouve aussi dans sa vie, cette espèce d'ascèse de travail sur soi. Et c'est là que la nature du discours philosophique, comme dans ce cas-là, eh bien, c'est pas la nature du discours telle qu'on l'entend en général, où on suit soit nos inclinations, nos sentiments, nos passions, nos désirs de totalité, le désir de tout dire, de tout exprimer, voilà. Mais il a vraiment une ascèse, un exercice, puisque l'ascèse vient, sans étymologie grecque, c'est l'exercice, une sorte d'exercice avec toute la distanciation que peut avoir le concept d'exercice. Dans l'exercice, il y a un concept d'artificiel, d'artificiel. Or, bien souvent, aujourd'hui, la parole telle qu'on la conçoit, on veut y mettre une sorte, on va l'appeler, de sincérité, de naturalisme, on met ses tripes sur la table, on raconte voilà, ce qui nous émeut, on est sincère, on est humain. Or, dans le concept d'ascèse, eh bien, il y a l'idée d'exercice, de défi de soi à soi. Ce n'est plus le geste naturel, mais c'est le geste travaillé. Un peu comme la différence entre faire un geste, je sais pas, courir ou bouger dans la rue et puis aller au club de gymnastique et faire un exercice de gymnastique. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'idée. Voilà. Donc, tout ça pour dire, vous voyez, que cette idée de Spinoza de dire, je ne sais pas, la chose qui m'intéresse, c'est l'essence de la chose, implique, c'est toute une vision du monde qu'il peut y avoir derrière, d'aller rechercher cet essentiel, rechercher la puissance de l'idée. Et pour lui, c'est à la fois une expérience je dirais, de liberté, évidemment de liberté, puisqu'il y a une sorte de libération. C'est une expérience intellectuelle, de connaissance véritable, mais c'est aussi sans doute, s'il faut être heureux, voilà, c'est sans doute pour lui le chemin du bonheur, parce que justement on ne recherche pas le bonheur, mais on recherche la vérité, la liberté, tout ça. Donc il dit sans doute c'est le moyen d'être heureux, de donner une béatitude par rapport à d'autres plaisirs peut-être plus immédiats, voilà, des impulsions, passions, sentiments et autres, mais qui, eux, justement, les satisfaisant ces plaisirs pour obtenir le bonheur, il dit, bien, voilà, ça risque justement de ne pas être le cas, parce qu'ils sont finis, ils sont dans la finitude. Voilà, ça ne dure qu'un temps, ça n'a pas la même intensité, que pour lui, c'est cette quête de l'infini. Je dirais le bonheur infini, sans borne, ne peut relever que de la quête de l'infini. Donc là, il revient avec son concept de Dieu ou de vérité ou autre. Voilà, cette quête de l'infini qui, en même temps, nous donne de la liberté, parce que nous traitons, et c'est là aussi le côté intéressant des essences, des choses qui sont plutôt de l'ordre de leur propre cause. On revient donc, comme Dieu ou la vérité sont leur propre cause, et non pas des choses qui trouvent leur cause à l'extérieur d'elles-mêmes. Voilà.